L'ivresse, c'est le dérèglement de tous les sens, écrivait un certain Arthur Rimbaud. Mais avant d'en arriver à cette sensation de voler ou bien de planer tout simplement loin du réel, il y a ces petits moments passés un soir, puis un autre soir, puis tous les soirs devant son petit verre de rouge, de blanc ou autre. Est-ce un mal en soi? Est-ce la porte ouverte à l'addiction? Bref, en ce mois de janvier, certains d'entre vous, peut-être, vous êtes-vous lancé ce défi du Dry January. Objectif, tout simplement faire une pause dans notre consommation et revoir notre relation à l'alcool. Alors, question que nous nous posons tous ensemble cet après-midi, que se cache-t-il derrière notre besoin d'ivresse? Tout simplement, question que je pose à mes 3 invités dans cette émission En quête de sens. Je le rappelle, sur Radio Notre-Dame et sur RCF, c'est parti. Et j'ai la joie d'accueillir Micheline Clodon. Dis donc, on voit que c'est un petit peu la semaine de la rentrée, là. Il faut se remettre à cheval. Micheline, bonjour. Bonjour. Ravie de vous recevoir. Vous êtes toujours psychologue, clinicienne, addictologue. Vous avez co-écrit Au défi des addictions, comment réagir chez Salvatore avec le père Laurent Lemoine. Oui. Nous vous le rappelons, auditeurs, ou nous le précisons, puisque cet ouvrage ne concerne pas seulement, il est bien précisé aussi au dos de ce livre, il n'est pas uniquement question d'addiction à l'alcool, mais c'est toutes les addictions. Alors, c'est pas évident en un seul livre, mais bon, il y a quand même un point commun entre toutes les addictions. On va peut-être en parler aujourd'hui. Voilà, vous êtes également très spécialisé dans l'accompagnement justement des personnes qui sont victimes d'addiction à l'alcool. On peut vous retrouver en cabinet, c'est ça, en région parisienne? Oui, aujourd'hui, après avoir exercé à l'hôpital Bichat, je suis exclusivement libérale et comme formatrice. Voilà, c'est ça, pour nos auditeurs, que ce soit bien précis. Ensuite, nous sommes en compagnie également d'Ariane Pommery. Bonjour Ariane. Bonjour Marie-Ange. Ravie de vous recevoir. Alors, vous êtes une ancienne patiente, on peut le dire, experte maintenant en addictologie. Voilà, vous êtes donné cette mission après avoir connu pendant de nombreuses années, on peut le dire, combien d'années de dépendance à l'alcool? 25 ans à peu près. 25 ans. Comme quoi, on peut même s'en sortir après 25 ans d'addiction. Vous vous en êtes libéré, notamment avec avec la parole, tout simplement, le fait de parler. Alors, soit les groupes de parole, soit on va le voir, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que, voilà, il y a certainement des choses plus adaptées ou moins adaptées selon les tempéraments, les types d'addiction, parce que j'imagine qu'il y en a autant que de personnalités. En tout cas, voilà, merci beaucoup d'être présente parmi nous. Vous êtes donc formatrice, on peut le dire aussi, en addictologie, en addictologie en entreprise. Absolument. Racontez-nous en 2 mots ce que ça veut dire, ça, en entreprise. Vous intervenez dans les entreprises pour prévenir, c'est ça, des risques? Exactement, au titre de l'obligation de sécurité de l'employeur, je viens expliquer ce qu'est l'employeur a la responsabilité de ses salariés, et parmi les risques, il figure celui de la consommation de produits. Et donc je me contente pas d'expliquer ce que sont les produits, je vais expliquer en fait ce qu'est la dépendance, en illustrant bien évidemment avec de la théorie par mon vécu, qu'on appelle mon vécu expérientiel. Ouais, rien de mieux que le vécu pour en parler, on est bien d'accord. Sarah Koskas, pour terminer. Bonjour Sarah. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Parlez bien près de votre micro. Vous êtes psychiatre, addictologue, responsable de l'unité d'hospitalisation au sein du département de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse du côté de Villejuif. On est bien d'accord. Oui. Vous vous êtes intéressée il y a quelques années aux addictions des femmes, chez les femmes. Vous avez monté ce groupe il y a 14 ans maintenant, un groupe de parole, c'est ça? Réservé aux femmes. Réservé aux femmes. Pourquoi? Parce que j'avais constaté, déjà en addictologie, on a tendance un peu à se surspécialiser. J'avais pas envie de me spécialiser dans un produit. Parce qu'en fait, les patients, ils changent de produit. Parfois, ils passent d'un produit à un autre. Et c'est vrai que du coup, si le patient ne prend plus le produit qu'on s'occupe, alors on s'occupe plus du patient. Donc, je m'avais plus envie de m'occuper des femmes. Alors, je m'occupe toujours des hommes, mais et je me suis rendu compte que pendant les groupes de parole, les femmes prenaient pas forcément la parole lorsque les groupes étaient mixtes. Elles me rapportaient que les groupes les intéressaient pas parce qu'elles se reconnaissaient pas dans la consommation des hommes. Elles se reconnaissaient pas dans leur manière de consommer, dans leurs habitudes. Et donc, j'ai créé ce groupe. Et là, ça a été un peu la révélation pour certaines. Il y en a même qui sont des abonnés, même si elles vont beaucoup mieux. C'est un rendez-vous. Ça a perduré pendant le Covid. On a fait des groupes en Zoom. Et depuis le Covid, même c'est 2 fois par mois, elles m'ont demandé à ce que ce soit plus régulier.
parce qu'elles ont besoin de ce moment, de se retrouver. Elles ne se voient pas en dehors. C'est un moment où elles peuvent échanger. Et on ne parle pas forcément d'addiction, mais de la vie d'une femme qui a des problèmes d'addiction. Alors merci en tout cas mesdames d'être venues en ce début du mois de janvier, ce fameux Dry January pour certains. Alors Micheline Clodon, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que c'est une bonne chose pour tout le monde ce Dry January, ou alors c'est complètement fake? Est-ce que c'est complètement illusoire? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Alors, moi, je crois que c'est une bonne chose pour tout le monde. Si on a eu une consommation légèrement abusive pendant les fêtes, ça fait du bien de faire une petite pause et de voir finalement c'est ce qui se passe quand on ne consomme pas, effectivement, les répercussions sur le sommeil, les répercussions sur l'humeur, les répercussions sur l'énergie du matin. Ouais. Et si on a peut-être des problèmes d'alcool, eh bien, on va voir soit comment on se sent quand on fait ce choix, et parfois, ça peut être révélateur d'une nécessité de soins et d'accès aux soins et de se sentir pas bien en l'absence d'alcool. Donc, dans tous les cas, ça me semble une très, très bonne idée. Et puis, enfin, je m'adresse là à une catégorie de patients qui, eux, ont fait comme Ariane le choix de la sobriété et pour qui c'est un vrai bonheur de pouvoir faire cet affichage du Dry January au lieu d'être dans la honte de dire « non, moi je ne bois plus, je ne… » Voilà. Donc, c'est dans tous les cas une très bonne chose. Mais bien sûr, je parle sous le contrôle et de Sarah et d'Ariane qui, je pense, vont donner leur avis sur ce Dry January. De mon point de vue, c'est une très bonne chose pour tout le monde. Ouais, justement, je vous pose la question. Ariane, effectivement, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Micheline? Je suis rarement en désaccord avec ce que dit Micheline. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et très honnêtement, moi, j'aurais beaucoup aimé que le Dry January existe à l'époque où je buvais. Il n'existait pas, hein? Non, il n'existait pas. Ça date d'il y a combien de temps? D'il y a 10 ans? Non, 5 ans. 5 ans. C'est Moins que ça? C'est la 5e année. Eh bien, vous voyez, je pensais que c'était il y a 10 ans. Ouais. Donc, c'est tout récent, effectivement. Et parce que ça permet, pendant ce mois, effectivement, de faire une pause dans sa consommation. Ça ne s'adresse pas aux personnes qui sont dépendantes à l'alcool. Hein. Ça s'adresse aux personnes, à tout le monde, en fait. Tout produit, comme vous disiez tout à l'heure. Tout produit confondu. Non, Le Dry January. ça s'adresse plutôt aux gens qui pensent ne pas avoir de problème. D'accord. Ouais. Et du coup, on regarde sa consommation à ce moment donné et on se dit, bah tiens, moi où j'en suis par rapport à ça, et comme on sait que l'addiction, dans la grande majorité des cas, il y a un déni de la maladie, c'est-à-dire qu'on pense qu'on n'a pas de problème, puisqu'on est dans le plaisir, et bien là, tiens, pendant un mois, je vais dire, bah, est-ce que j'ai un problème? Et puis là, tout d'un coup, c'est compliqué. Eh bien, justement, parfaite transition que m'offre Sarah Kouskas à l'instant. Finalement, venons-en au sujet. Est-ce que c'est grave? Ce fameux petit verre, voilà, insidieusement, ça commence un soir, on déménage. Souvent, c'est un peu comme ça. On est soit jeune professionnel, soit on arrive au contraire, on monte un peu dans son entreprise. On prend un peu pas de pouvoir, mais on gagne un peu, je sais pas, on gagne du galon, quoi, comme dirait l'autre. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quand on commence à se prendre son petit verre et que ça se répète? Parce que si c'est qu'une fois, ça va, mais quand ça devient un petit peu quotidien, etc., est-ce que ça, c'est un mal en soi? Est-ce que c'est une porte ouverte, comme je le suggérais comme je questionnais dans l'introduction? Quelle est votre réponse à ça, s'il y a une réponse à donner? Je ne sais pas. La maladie addictive, elle ne se compte pas en nombre de verres. Déjà, que ce soit clair, ce n'est pas la quantité qui fait la maladie. C'est pas la quantité qui fait la maladie? Non, la grande majorité des consommateurs d'alcool n'ont pas de problème d'alcool. D'accord ? C'est important, ça aussi, d'avoir cette idée-là. Et c'est pour ça aussi qu'il y a cette représentation que l'alcool n'est pas un problème. Par contre, il y a une partie de la population qui va être beaucoup plus fragile, qui va utiliser la substance à d'autres fins que le plaisir et uniquement le côté festif, et qu'en rentrant le soir, va continuer à consommer. Et va continuer en dehors de ce moment festif avec les copains. Et c'est cette population qui va développer une maladie addictive. Donc c'est important déjà de dire que ce n'est pas tout le monde, et que certains vont être plus vulnérables par rapport à développer cette maladie. Et ce n'est pas parce que cette personne arrive à boire tous les soirs et arrive à s'arrêter sans problème que tout le monde arrive à faire ça. On n'est pas tous égaux, en fait, par rapport à ça. D'ailleurs, les femmes sont plus fragiles par rapport notamment à l'alcool. Et puis, c'est-à-dire quoi, plus fragile? Plus fragile, c'est-à-dire que par rapport à une même quantité d'alcool consommée, on aura une alcoolémie plus élevée, les cancers arrivent plus vite, les cirrhoses arrivent plus vite. La tolérance est beaucoup moindre, toutes les problématiques cardiovasculaires arrivent plus vite chez la femme. Voilà, on a cette fragilité
du fait de constitution, pas parce que nous sommes uniquement des femmes, hein, c'est juste constitutionnellement, physiologiquement parlant. Et puis, il y a aussi cette vulnérabilité psychologique, c'est-à-dire que on va plus avoir tendance, lorsqu'on a une dépression, à utiliser l'alcool comme une solution, alors que ça va être une aggravation de la situation. Alors que, voilà, par exemple, un médecin généraliste, un homme va consulter un médecin en disant « je suis fatigué en ce moment Ouais. ». Le généraliste va lui dire « bon, ça va aller, tu vas dormir un petit peu, tu vas te reposer et puis ça va aller ». Une femme va tout de suite dire « ah, je pense que vous développez une dépression ». Alors que chez l'homme, on ne va pas forcément y penser. Donc, il y a aussi ce biais un peu de lecture qui est très français. Hein. On va prescrire des psychotropes, on a la dépression. Bien engrammé dans les inconscients collectifs. Voilà, exactement. Et du coup, chez l'homme, on va moins y penser. Alors que c'est vrai que la femme va plus consommer dans un contexte de vulnérabilité psychologique. Micheline, Oui. est-ce que même question, est-ce que même réponse ou pas forcément? Alors, pas tout à fait la D'accord. même réponse parce que, je vais plutôt dire c'est complémentaire par rapport à ce que peut nous dire Sarah. C'est-à-dire que moi, j'insisterais peut-être sur le piège que peut constituer la consommation festive. C'est-à-dire, en fait, on peut tout à fait, et les dernières semaines nous l'ont bien montré, avoir une consommation apparemment festive et avec d'autres, et qui en fait est psychotrope individuellement. C'est-à-dire que dans un groupe, en fait, je vais ressentir pour moi, en consommant peut-être un anxiolytique particulier. Et donc, je vais finalement boire seul au milieu des autres. Et ça, c'est un piège extrêmement qui touche particulièrement l'alcool. Faut-il en être conscient et consciente? Alors, comme le disait Sarah, alcool et déni font très bon ménage. Donc, si je commence à penser que j'ai envie d'un verre, eh ben, je vais me dire, tiens, je vais inviter Marie-Ange, elle ne refuse jamais un verre, et je vais plus être seule. D'ailleurs, quand on passe des contrats comme ça avec les patients, on leur propose certaines règles, comme par exemple, ne buvez pas seul. Ils trouvent facilement quelqu'un. Les patients vont me dire « Ah, mais j'ai répondu à votre proposition. Hein. J'ai bu tous les jours, mais jamais seul. » Voilà. Donc ça, pour moi, c'est un vrai piège parce qu'on va s'illusionner sur le fait qu'on ne boit pas seul. Mais vous n'avez pas complètement répondu à ma question. Est-ce que c'est un mal en soi de prendre son petit verre de rouge tous les soirs? Alors, moi, je ne vais jamais répondre en termes de bien et mal. Parce que ce n'est pas quelque chose qui me... c'est ni bien ni mal, c'est quelle place... Moi, je vais répondre comme psychothérapeute, c'est-à-dire, au fond, le paramètre qui va m'importer, c'est quelle place ça occupe dans votre espace psychique, dans votre tête. Est-ce que vous y pensez beaucoup? Est-ce que dès 4 heures, vous vous dites « Ah ben ce soir, chouette, je vais voir les machins, avec eux, on prend toujours un petit verre, voire dès le matin. Je rentre chez moi, voire dès le matin. » Donc, en fait... Le paramètre qui est très compliqué à évaluer, c'est quelle place ça occupe dans mon espace psychique. Et c'est vrai de toutes les addictions. Et quand on revient à la définition de l'addiction, c'est la perte de contrôle. C'est-à-dire que, est-ce que si ce n'est pas possible, est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est le fait de ne pas avoir une bouteille à c'est pas possible. ce soir? Voilà, ce soir, c'est pas possible. Est-ce que c'est un problème? Si c'est un problème... On a un début d'usage. Eh bien, auditeurs, auditrices, toutes sans culpabiliser outre mesure, je nous invite à nous questionner aujourd'hui sur cette question. Le matin, quand on se réveille, est-ce que je me réjouis déjà? Voilà, une question, moi, je la pose sur la table. Vous en faites bien ce que vous voulez. Ariane, peut-être un avis à donner là-dessus? Je vais apporter quand même un tempérament en tant qu'ancienne buveuse. C'est que je ne pensais pas dès le matin au verre du soir. Le matin, je pensais plus à la culpabilité de ce que j'avais bu la veille. Moi, j'étais plutôt une buveuse du soir. Donc, je dirais que c'était plus à un moment donné dans l'après-midi qu'effectivement, je me disais, ah ben, oui, ce soir, tiens, je vais me remonter. Après tout, je vais prendre juste un petit verre. C'est toujours pareil, on dit toujours des petits verres. Juste un petit verre, c'est vrai ça. On ne dit jamais je vais prendre un grand verre. Allez, je vais m'enfiler la bouteille, jamais. Jamais. C'est pas ce qui se passe, mais non, jamais. On a toujours des bonnes idées au départ. Exactement. Et moi, ce que je trouve toujours, avec plus j'avance, plus je prends ce recul-là, c'est de réaliser à quel point cet alcool avait pris de la place dans ma vie, mais de la place psychique. C'est-à-dire que moi, quand place psychique. La place psychique, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, là, ce que je viens de dire, c'est que en fin de journée, je me disais, bon, je vais prendre juste un petit verre. Et puis, malheureusement, le petit verre, on appelle un autre, et ainsi de suite. Mais le lendemain matin, j'étais mal, je culpabilisais,
je m'en voulais, et j'étais pas en état de travailler, mais je travaillais quand même, mais enfin, j'étais pas productive. Et puis arrivait un moment, donc vraiment, il y avait toutes ces phrases négatives qui arrivaient dans mon esprit, et puis arrivait toujours ce moment de la journée, de la bascule, où je me disais, oui, non, mais ça va aller, si j'en prends juste un tout petit peu. Une phrase ce soir. permissive. C'est tordu ce qu'on se raconte. Oui, En mais fait, ça prend toute la journée. Place. C'est ça qui est très impressionnant. Ouais. Et quand on dit, mais moi, j'ai jamais été en manque d'alcool. Bah, moi non plus, j'étais pas en manque d'alcool, puisque j'étais toujours très bien organisée. Donc, à aucun moment, j'ai manqué d'alcool. Mais c'est pour ça que souvent dans les représentations, les gens disent il suffit qu'elle arrête. Il suffit qu'il arrête. Je ne comprends pas pourquoi il arrête. Mais forcément, à chaque fois, le patient pense qu'il va arrêter. Et puis, il y a ce basculement d'idées, de fausses idées, on appelle des phrases permissives, en fait. Des phrases qui vont dire c'est pas la fin du monde, c'est pas mort d'homme, c'est juste un verre, c'est ceci qui fait qu'on oublie toute cette culpabilité du matin, justement, qui font qu'on ne voulait plus consommer. Et du coup, on va rechercher ce petit temps qui va durer parfois 15-30 minutes de bonheur, d'extase, de défonce, d'ivresse, qui est recherché par les patients, mais au prix de 24 heures de culpabilité derrière, ou de problèmes, de fatigue, de sommeil, de perturbé, et de reproches de l'entourage, on arrive en retard au travail, tout ça. Tout ça pour ces 15-30 minutes d'effet. Et c'est ce que tous les patients recherchent tout le temps, parce que quand on dit « mais pourquoi ils arrêtent pas, je ne comprends pas, il suffit d'arrêter ». On entend toute la journée « il suffit d'arrêter ». Non, il ne suffit pas, en fait. Les patients, ils ont tous envie d'aller bien. Hein. Pourvu qu'on ait l'ivresse, c'est ça ce qu'on se dit, j'imagine. Exactement. Et nous voilà de retour dans Enquête de sens. Que se cache-t-il derrière ce petit verre de plus ? Le verre du soir, quand on est seul dans son canapé, c'est l'émission que nous vous proposons en ce début de Dry January, que vous êtes peut-être en train de vous lancer comme défi, je ne sais pas. Que se cache-t-il derrière notre besoin d'ivresse ? C'est en tout cas la question que nous posons à nos trois invités, Micheline Clodon, Ariane Pommery et Sarah Koskas. Micheline Clodon, et vous qui êtes psychologue clinicienne, rappelons-le quand même si les auditeurs nous rejoignent, et addictologue, qui avait coécrit ce livre Au défi des addictions, comment réagir chez Salvatore avec Laurent Lemoine. Ariane Pommery, qui est formatrice, patiente experte en addictologie. Vous intervenez en entreprise et vous vous êtes libérée vous-même de la dépendance à l'alcool qui a duré plus de 20 ans, et vous organisez dans l'entreprise, vous intervenez sous forme de groupe de parole. Non, vous intervenez simplement. Ah oui, pas sous forme de groupe de parole. Non, tout à fait. Au terme comme une formation. Comme une formation. Nous sommes également en compagnie de Sarah Koskas, qui est psychiatre addictologue, responsable de l'unité d'hospitalisation au sein du département de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, qui s'intéresse justement aux addictions, notamment particulièrement chez les femmes. Vous qui avez donc mis en place ces groupes de parole pour les femmes depuis 15 ans maintenant, et l'alcool fait partie. À combien, dans quelle proportion des addictions des femmes que vous accompagnez ? Alors, l'alcool reste quand même la substance la plus consommée par les femmes en addicto. Après, toutes les addictions confondues, les hommes sont devant, notamment quand les ivresses sont importantes, quand les consommations sont répétées. C'est pour les psychotropes, les anxiolytiques, les femmes sont devant. Mais c'est vrai que là, par exemple, pour ce groupe actuellement de groupe femmes, il y a beaucoup, beaucoup d'alcool. Ouais. Micheline, c'est vrai que dans cette question que je me suis permise de vous poser, que se cache-t-il derrière notre besoin d'ivresse ? Alors je sais qu'il n'y a pas forcément de philosophe dans cette émission, parce que l'ivresse, en tout cas en France, je ne sais pas ailleurs, mais c'est presque, il y a presque une dimension littéraire, un peu poétique à l'ivresse. On pense au bateau ivre de Baudelaire, on pense l'ivresse vue à travers la littérature, la poésie depuis des siècles, et surtout avec les romantiques, etc. Alors que faire quand on a déjà une vision un petit peu paradoxale de cette ivresse, la définition qu'on s'en fait? Alors, on peut dire qu'on a tous, vous parliez de Baudelaire, en effet, Baudelaire, il écrit « Il faut être toujours ivre, tout est là, c'est l'unique question, pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. » Alors, on ne peut pas dire que Baudelaire est un grand optimiste, comme chacun le sait. Moi, je vais être un peu plus mesurée. Je pense qu'on a tous besoin d'un espace pour s'échapper et à un moment donné être hors de soi. Mais en fait, c'est un peu
comme si on avait besoin de se déguiser. Tant qu'on sait qu'on porte un déguisement, c'est pas si grave que ça. On met son déguisement et on n'est pas tout à fait moi-même, mais je sais que j'ai mon déguisement. Là où ça devient peut-être problématique, c'est quand il y a une confusion entre celui qu'on est quand on se déguise et celui qu'on est quand on a enlevé le déguisement. Et en fait, c'est notamment les alcoolisations qui ont pour objectif d'être quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, si je suis timide, avec un verre, je vais être complètement désinhibée, je vais danser, je vais être drôle. Draguer, voilà, exactement. Voilà. Bon, je suis en train d'enlever ma veste, mais non, il va rien se passer. L'auditeur qui nous regardait, non. J'ai trop chaud. Vous ne joignez pas le geste à la parole. Et à un moment donné, du coup, on va avoir finalement besoin de cette deuxième peau, parce qu'elle est une protection. Et finalement, tout le travail psychothérapique, addictologique, va consister à accepter qui on est, et accepter avec bienveillance et ne pas avoir besoin d'être quelqu'un que l'on n'est pas. Voilà. Et donc, c'est à ça que souvent sert l'ivresse. C'est à devenir quelqu'un comme je voudrais être. Un élément important qui revient beaucoup chez nos patients addicts, c'est cette notion de plaisir et qu'ils ont l'impression que s'ils arrêtent de consommer, il n'y a plus de plaisir. Et comme si que tout s'arrêtait. Et alors que la vie n'était que tiédeur. Pourquoi ? Parce que les patients addicts sont dans l'immédiateté. Et c'est vrai que quand on consomme, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses, il faut être honnête, il n'y a pas beaucoup de choses, à part les substances psychoactives, qui provoquent autant de plaisir aussi vite. C'est-à-dire qu'avoir du plaisir à assister à cette émission, à passer du temps avec vous, ça prend 52 minutes. Je suis désolée, ça n'a pas comme au Bouvard de et ça Blanc. sera à la fin qu'on aura ce sentiment de plaisir. On sera pas dans l'immédiateté du plaisir. Lorsqu'on va au travail tous les jours, à la fin du mois, on a son salaire, on a un plaisir de l'avoir, mais il y a les 30 jours qui sont passés. Donc il y a ce sentiment, ce besoin d'immédiateté qui fait que pour avoir autant de plaisir, on va vers les substances. De façon facile. Voilà, de façon facile. Et c'est vrai que quand ils arrêtent les substances, ils disent attends, comment je fais pour avoir du plaisir maintenant là ? Il faut que je fasse quoi ? Il faut que je m'inscrive à la salle de sport, que j'aille au sport, que je fasse 1 heure de sport et qu'après seulement j'aurai ce sentiment-là. Et encore avec ces difficultés. Il faut que je sois... il faut que je fasse plein de choses pour aller bien et savoir autant cette poussée de dopamine, là, cette libération de dopamine qui fait qu'on a ce sentiment de plaisir. Quelle fut votre ivresse, Ariane ? Quel était votre rapport à cette notion d'ivresse ? Ou alors, quelle réaction apportez-vous à ce qui a été dit, tout simplement ? Pour l'instant, là, je vais aller dans le même... je vais poursuivre ce que dit Sarah. C'est que penser à... En fait, quand à un moment donné, l'ivresse est en permanence là. C'est-à-dire que la vie n'est gérée plus que par l'alcool. Est-ce que j'ai assez d'alcool ? Est-ce que je vais en avoir assez ? Est-ce que j'en ai pris trop ? Est-ce que ça s'est vu ? Est-ce que mon visage est abîmé ? Est-ce que là, je parle ? Est-ce que les gens vont penser que j'ai bu ? Ça prend vraiment tout le temps et toute la tête. Mais donc on n'en peut plus, moi j'en pouvais plus de ça. Mais ce qui est absolument terrible, et c'est ce que décrit Sarah et Michel aussi, c'est que l'idée d'arrêter l'alcool, ça paraît tout à fait quelque chose d'absolument abyssal. Impossible. Mais c'est-à-dire qu'en fait on est pris entre... On se dit mais j'en peux plus de cette vie, mais en même temps, mais si j'arrête de boire, ma vie n'aura plus de sens. Qu'est-ce qui alors restera ? qu'elle n'a plus de vie, alors qu'elle n'a plus de sens, je veux dire. Et ça, c'est un frein aux soins. C'est ça, quand l'addiction s'installe, on ne boit plus pour être bien. On ne boit pour ne pas être mal. Pour ne pas être mal. Oui. Quand l'addiction s'installe. Puisque après, il y a des signes de sevrage qui fait qu'on est mal, qu'on est angoissé, qu'on a des sueurs, des tremblements, qu'on a principalement des signes psychiques aussi. On ne boit plus pour le plaisir. On boit juste pour ne pas être mal. Et c'est là où vraiment la maladie est installée. Micheline Clodon ? Et c'est bien pour répondre à cette question qu'on s'est posée avec Sarah, qu'on se pose toujours, qu'on a initié le concept de patient expert. Parce que quand un patient nous dit « mais vous ne pouvez pas comprendre, ma vie n'aura plus de sens si je n'ai pas d'alcool », c'est aujourd'hui très facile pour nous de dire « attendez, on va vous présenter quelqu'un qui vit depuis 10 ans, 15 ans. » Dont la vie a un sens. Et qui vit beaucoup mieux. Et donc aujourd'hui, moi, je pense d'abord pour les soignants, avant peut-être pour les patients, que le patient expert a de l'importance, c'est-à-dire que ça nous permet d'avoir un témoignage que la vie est plus belle. Nous, ça n'a aucune valeur, ce qu'on peut dire. Les patients nous disent, vous ne pouvez pas comprendre, et le fait est... Vous avez de l'eau devant vous, qu'est-ce que vous voulez comprendre à ma vie ? Qu'est-ce que vous nous racontez ? Qu'est-ce que vous comprenez à ma vie ? Et c'est en ce sens-là, c'est en animant des groupes de parole... qu'à un moment donné, l'idée que seul un patient pouvait être témoin
de cette qualité de vie. C'est-à-dire, si c'est pour mal vivre, ça n'a aucun sens. C'est regarder comme la vie est belle, et c'est en ce sens-là qu'on peut dire, parlez-en à Ariane, tiens, demandez-lui comment est sa vie aujourd'hui par rapport à celle qu'elle avait il y a 15 ans. Comment est sa vie à Ariane aujourd'hui? Allons-y. Elle n'a jamais été plus belle que depuis que j'ai arrêté de boire. Quels sont vos plaisirs, vos joies, par rapport à avant ou... Venir aujourd'hui. Ah, merci Ariane, c'est sympa. Mis à part ça. En fait, ça a été... Alors, donc, je suis vraiment arrivée pour mon sevrage en me disant... Mais j'avais une éducation et je ne m'étais pas beaucoup renseignée sur les soins en addictologie et je pensais que j'avais un vice, qui était l'alcoolisme, et que j'allais être attachée sur un lit, qu'il fallait que j'expie et qu'on allait me jeter la nourriture à travers la chambre. Je vous promets que c'est dans ces conditions-là que je suis allée à l'hôpital Bichat me faire hospitaliser. D'accord. Donc c'était quand même... Et je me suis dit, à partir de maintenant, ma vie n'aura plus de sens. Je pense que j'ai passé 15 jours d'hospitalisation à pleurer. Je pense que Micheline s'en souvient. Je n'ai fait que pleurer, mais finalement, j'ai pleuré toute cette honte qui avait été bue pendant tant d'années. Et vous ne buviez rien, on vous oblige à rien boire, on est d'accord, quand vous êtes hospitalisé. Vous buvez que de l'eau. C'est le principe. C'est pas un bar. C'est le principe. Les addictologues ne fassent pas open bar. On nous fait boire beaucoup d'eau, justement. Beaucoup d'eau, c'est vrai en plus. Ouais. Oui, parce qu'on est déshydraté. D'accord. Et c'est petit à petit que j'ai découvert que la vie, c'était... D'abord, mais c'est des choses toutes simples, mais tout à coup se réveiller, c'est se réveiller. Je me souviens de ce premier réveil. Avec et de me dire, tôt le matin. Mais je n'ai pas bu. Or, ça faisait 25 ans. Et je suis en vie, c'est ça? Et je suis en vie, je vais bien? C'est possible. C'est possible. Au début, c'est possible. Et puis le deuxième jour, mais ça fait 2 jours et déjà mon visage est mieux. Et voilà, donc au début, ce sont ces joies-là qui sont tellement fortes et tellement extraordinaires qui va petit à petit arriver à la conscience. En fait, ce serait peut-être possible que je continue à arrêter. Et en expérimentant, je me suis rendu compte, et puis grâce au groupe de parole, parce que le groupe de parole est quelque chose qui est fondamental. Sans un groupe de parole et sans une psychothérapie, je ne m'en serais jamais sortie, parce que j'ai eu besoin des retours des autres personnes. Mais je ne vais pas dire que j'ai retrouvé ma vie, c'est que j'ai découvert une autre vie. C'est vraiment de cet ordre-là. Mais il a fallu que je réapprenne tout, que je réapprenne à passer tout moment de ma vie sans alcool. Ouais, et sans y penser, sans anticiper aussi. Tout ça faisait partie de votre rituel. L'anticipation est quelque chose qui est essentiel dans le début du soin. C'est tout ce qu'on peut prévoir, on le prévoit. Tout ce qu'on peut prévoir. Et moi, je m'étais vraiment fait... tout le temps, j'étais persuadée que j'allais me retrouver avec un verre de vin à la main. Donc, j'étais dans une anticipation, mais permanente. Et vous voyez, pour donner un exemple, c'est que je me suis retrouvée, quelques mois après mon arrêt, aller dans un magasin de meubles et me retrouver à aller toucher les matériaux, aller toucher les coussins, aller toucher les velours, et ressentir des choses que je ne ressentais plus depuis des années. Donc, en fait... C'est ça, c'est retrouver un sens, mais mes sens, mes vrais sens. Ouais. Même le corps aussi. Tout reprend, mais alors c'est pas magique, c'est pas miraculeux, c'est pas du jour au lendemain, mais dès le début, on a très vite quand même des satisfactions, des vraies joies. Et moi, je me souviens très bien qu'un jour, j'étais avec mon mari, et puis je sais pas ce qu'il me raconte, et j'éclate de rire. Et là, il me regarde, il me dit, mais c'est quoi ce rire? Je ne connais pas ce rire. Et effectivement, c'était un vrai rire qui venait de l'intérieur, qui était libéré. Pas un rire d'ivresse, mais un rire pas artificiel, naturel, quoi. Un vrai rire artificiel. Et moi qui pensais que je n'étais pas forcément quelqu'un de très gai ni très émotive, en fait, je me suis rendu compte que ma nature, elle est plutôt très gaie. Ouais, vous avez refait connaissance avec vous. Oui, c'est vraiment incroyable. C'est étonnant. Et ça, c'est une expérience qui est assez récurrente. Souvent, l'alcool, ça fait longtemps qu'on en consomme. Ouais. Et parfois, les patients nous disent, mais... qui je suis sans le produit. On entend souvent ça pour le tabac, parce que souvent on a commencé beaucoup plus tôt, mais quand on consomme en France, c'est vrai que les premières consommations, elles sont dès l'adolescence. Et elles arrivent à 35, 40, 45 ans. Finalement, je me connais plus sous alcool que sans alcool, finalement. Donc, qui je suis? Mais comment je vais réagir? Comment je vais faire à une soirée? Comment je vais me tenir? Comment je vais tenir mon verre d'eau? Parce qu'il n'y aura pas d'alcool dedans. Et du coup, j'ai envie de vous poser une question, alors peut-être, mais peut-être à vous trois en fait, tout simplement, mais particulièrement à Micheline et à Sarah. Est-ce que ça peut commencer? Est-ce que, par exemple, vous qui intervenez, vous, plutôt Ariane, qui intervenez dans les entreprises, est-ce que par exemple, le coup du petit verre le soir, moi j'aimerais bien qu'on revienne à ce sujet-là, parce que c'est ce sujet m'a été demandé par une auditrice particulièrement, je la remercie d'ailleurs. En fait, est-ce que c'est une porte ouverte à l'addiction? Oui
ou non? Est-ce qu'on se met en danger voyez, on se dit, bah tiens, c'est vrai qu'on picole avec les collègues, etc. Mais finalement, si je me mettais bien, comme disent les jeunes, à me prendre mon petit verre devant ma petite série tous les soirs, peut-être que ça se passerait mieux, enfin, peut-être que j'irais mieux, je vais me détendre. Enfin, au début, c'est plutôt positif d'ailleurs. Hein. Parfois, on se dit, ah bah tiens, je vais me détendre avec mon petit verre, ça va me faire du bien, ma petite parenthèse à moi, etc. etc. Est-ce que ça peut commencer comme ça? La recherche autothérapeutique. La parenthèse, quoi, autothérapeutique, on va dire, c'est-à-dire la recherche ça. d'effets. Déjà, c'est une porte ouverte, en effet, à développement d'une addiction, parce qu'on va rechercher un effet qui, finalement, au bout d'un moment, on va avoir une tolérance. Un verre, ça va plus suffire. Et puis 2 verres, et puis 3 verres. C'est ça qu'il faut veiller à ne pas faire. Quoi, voilà, tout à fait. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un à une soirée qui boit 10 verres et qui est en pleine forme, il n'est pas hyper fort. Il boit tous les jours. Et donc, vous qui ne buviez pas tous les jours, c'est-à-dire vous arrivez... Il boit tous les jours. Bah oui, quelqu'un qui supporte l'alcool, bah oui, c'est la tolérance. En fait, ça fait partie aussi de la maladie. On tolère, on s'habitue. Et comme toutes les addictions, au bout d'un certain temps, voilà, quand nos patients en arrivent, ils boivent 2 bouteilles d'alcool fort, ils n'ont pas commencé par 2 bouteilles. Ils ont commencé par 1 verre, par 2 verres, par 3 verres. Donc en fait, c'est, comme on le disait, c'est pas une question de quantité, c'est une question, est-ce que c'est possible de ne pas boire ? Donc la perte de contrôle. Est-ce qu'il y a des conséquences négatives ? C'est-à-dire que si ce verre de temps en temps, parce qu'un verre pour certains, ça va rien être, mais pour certaines femmes, juste un verre, le lendemain, elles vont être crevées, elles vont être fatiguées, elles vont être irritables, elles vont arriver en retard au travail. Elles vont Sans parler des enfants quand il y en a. Elles vont mal parler aux enfants, elles vont, voilà. Donc la quantité ne fait pas vraiment l'addiction. Le problème, c'est est-ce que c'est obligé tous les soirs ? C'est la régularité, c'est les dommages. Et puis, est-ce que c'est possible d'enlever cette habitude, quoi ? Que se cache-t-il derrière notre besoin d'ivresse ? Micheline Clodon, Ariane Pommery et Sarah Koska sont avec nous. Elles sont expertes justement en addictologie toutes les 3. Micheline étant psychologue clinicienne qui a écrit Au défi des addictions notamment Comment réagir chez Salvatore avec Laurent Lemoine. Ariane Pommery qui est une ancienne patiente dépendante à l'alcool et qui est maintenant experte en addictologie, notamment qui intervient en entreprise. Et Sarah Koska qui est psychiatre addictologue qui est responsable de l'unité d'hospitalisation au département de psychiatrie et d'addictologie à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, qui s'intéresse plus particulièrement à l'addiction, aux addictions chez les femmes et qui intervient dans des groupes de parole, notamment depuis une dizaine d'années maintenant. Micheline, quand j'ai dit tout à l'heure, je vous ai sorti le verre avec le plateau repas, ou pas, non, le verre avec les petites chips et la série, ça vous a fait comme une décharge électrique. Oui, parce qu'en fait, c'est déjà être dans sa bulle, et ça, c'est à un moment donné un piège. Alors ça peut être très banal, et ça peut être tout à fait quotidien. Une détente, quoi. Voilà, une détente. La question, c'est le moment où ça va venir prendre la place d'une relation humaine. C'est là le piège, c'est-à-dire, est-ce que je vais choisir ma bulle parce que finalement la personne va me contrarier, je suis avec mon verre, je suis avec ma série, et finalement là tout le monde me fiche la paix, je suis dans ma bulle, et là ça peut être tout à fait un temps. Le moment, c'est quand on va choisir cette bulle plutôt qu'une relation humaine. D'ailleurs, le soin, ça va consister à retrouver ses propres ressources pour faire face autrement aux petites difficultés de la vie qu'on connaît tous, plutôt que de choisir un verre. Le soin, ça va être ça. Comment est-ce que je vais découvrir que j'ai plus de ressources que je ne l'imaginais, pour quand ma responsable m'engueule, je ne vais pas me dire ce soir je prends un verre. Voilà, c'est comment est-ce que ça vient, à quoi ça vient répondre finalement. Qu'est-ce qu'on se dit toute la journée? Et je pense que tant Ariane que Sarah vont avoir aussi des réponses là-dessus. Qu'est-ce que je me raconte toute la journée en pensant à mon petit verre, et qu'est-ce que j'avale, ou qu'est-ce qu'au contraire, en quoi c'est une récompense ou quelque chose qui va venir centrer ma journée un peu et m'autoriser à... Quelle thérapie je vais avaler? C'est presque ça, Ariane. Oui, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, en fait, moi, j'avais pas conscience, et beaucoup de gens avec lesquels je partage n'ont pas conscience que les premiers verres du soir qu'on prend sont des verres qui ont une visée de détente. C'est-à-dire moi, je les prenais pour un effet anxiolytique, mais ce n'est qu'après que je l'ai pris parce que ça me faisait du bien sans me poser d'autres questions. Ouais. Et le problème, c'est que comme Sarah en parlait tout à l'heure, je suis plus vulnérable que la majorité de la population. Et donc, chez moi, malheureusement, j'avais cette bonne tolérance qui est, en fait, souvent, quand les gens disent moi, j'ai une bonne tolérance, je suis un bon vivant, c'est très bien vu socialement. Tout à fait. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ont un des critères de l'addiction. Avoir une bonne tolérance, c'est un critère d'addiction. Mais
Moi, pendant longtemps, il m'a fallu du temps avant que ce soit que je me dise oh là là, mon verre. Non, je l'ai pris vraiment comme un médicament. Ouais. Et ce que j'ai compris après, ça vient compléter les propos de Micheline, c'est qu'en fait, ce que j'aurais dû faire, mais bon, c'est trouver un moyen d'expression autre que d'aller taire en fait, ma tête avec de l'alcool. Ouais. J'ai pas eu besoin d'une grande ivresse tout de suite. Il fallait juste un petit peu, un petit peu pour enlever mon anxiété, un petit peu pour taire aussi toutes ces phrases négatives que j'avais dans ma tête, parce que j'avais une radio qui défilait en permanence des messages négatifs. Tu es nul, tu vaux pas la peine. Et donc, finalement, quand tu as C'était pas Radio Notre-Dame, ça. Hein. Non. Pas du Radio tout. interne. Pas du tout. Et voilà. Mais déjà, avoir conscience que je le prends à vision anxiolytique. Et c'est ça aussi ce que j'explique dans les entreprises. C'est, voilà. En fait, ce qui est important, c'est d'être en conscience de ce qu'on fait. Une des premières choses sur lesquelles on travaille en addicto, c'est sur les idées reçues. Et en fait, l'alcool, en effet, est un très bon anxiolytique, mais aussi un très bon anxiogène et un très bon dépressogène. Excusez-moi, mais quelle est la différence? Alors, anxiolytique, c'est que ça détend. Et anxiogène, ça crée des angoisses. C'est-à-dire qu'en effet, sur le moment, c'est un très bon anxiolytique. En effet, la cocaïne, quand on en prend, ça détend aussi énormément. En effet, le cannabis, quand on en prend, c'est pour ça, en fait, c'est l'effet plaisir, c'est ce que les patients cherchent. Mais ce n'est pas que ça. Il y a une facture derrière. Et souvent, une patiente m'a dit, la facture, j'en ai marre de la payer le lendemain, en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, avec cet anxiolytique, derrière, il y a des angoisses. Derrière, il y a de la culpabilité. Derrière, il y a de la fatigue. Physiologique. Puis, oui, il y a un effet comme ça. Et à long terme, ça rend dépressif. C'est-à-dire que tout patient qui boit de l'alcool quotidiennement a des éléments dépressifs dans son discours. Ça casse le système émotionnel, hein, c'est ça? Ça casse le système. Non, en fait, c'est pathologique. C'est pathogène. Voilà, ça rend malade, en fait. Ça rend malade. Alors que l'idée reçue qu'on a, a priori, c'est que l'alcool, ça détend. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai hein. Voilà, donc, c'est fou, il faut termes qu'on emploie sans s'en rendre compte. Souvent, les patients nous disent qu'est-ce que ça vous apporte l'alcool? Ça m'aide à dormir. Non, ça vous aide pas à dormir. En effet, vous dormez plus, mais le matin, vous êtes crevé. Ouais. Donc en fait, le sommeil est beaucoup moins récupérateur. Ça m'aide à parler aux autres. Oui, vous parlez aux autres, mais vous faites des choses que vous regrettez après. Ça m'aide à avoir des rapports sexuels. Oui, mais peut-être non protégés. Voilà, c'est plein d'idées reçues par rapport à la consommation qui fait que en fait, l'addiction est un vrai problème. Oui. Micheline, sauf si vous avez une réaction à apporter à ce qui a été dit, il y a aussi l'autre effet pervers. Je pense que c'est le pendant à 2 ou à 3, quand on passe de son petit plateau télé, enfin de son petit verre devant Netflix par exemple, à le one-to-one, soit après le boulot, très souvent c'est ça, une sorte de petit after-work avec les copains. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On se sent un peu obligé quand même on se dit oh, non mais quand même je peux pas ne pas boire un verre ou 2 ou 3 ou 4. T'es quand même pas rigolote si tu fais ça, etc. C'est pervers ça aussi. Alors c'est là où le Dry January nous aide beaucoup parce que justement au lieu comme autrefois il y a donc ça date d'il y a 5 ans Dry January où il fallait avoir une excuse et les patients se torturaient pour trouver une excuse, aujourd'hui ne pas consommer apparaît branché. C'est vrai. Et donc, c'est au contraire. Ah bon, toi, tu fais pas le Dry January, mais franchement, tu sors d'où? Tout le monde le fait, quoi. Tout le monde le fait. Et donc, c'est très bien pour le tout un chacun qui veut expérimenter s'il dort mieux, s'il est de meilleure humeur, s'il se réveille, etc. Et c'est une très belle excuse qui peut d'ailleurs durer pour les personnes qui voudraient faire durer ce temps sans alcool. Et comme le mois sans tabac, ça a montré une efficacité à long terme sur les consommations à venir. C'est-à-dire que comme les gens se sont remis en question, il y a des choses qui ne font plus, il y a des choses qui changent dans leurs habitudes. Je ne parle pas des gens qui ont des problèmes d'addiction, mais des gens qui consommaient un petit peu trop. Et du coup, ils vont dire tiens, en fait, je suis peut-être pas obligée de boire tous les jours. En fait, tiens, je suis peut-être pas obligée. Le cerveau qu'est-ce qui se passe dans le cerveau ? Oui, il y a une déshabitude. Enfin, c'est une se déshabituer. En fait, c'est des mauvaises habitudes. On a des bonnes et puis des mauvaises habitudes. Puis quand ça devient l'être humain aime bien les habitudes. Oui, ça structure, ça aide, ça rassure, c'est sécurisant. Mais sauf que il y a la facture derrière. C'est cette facture, cette mauvaise facture. Il y a des mauvaises habitudes. Il y a des bonnes habitudes comme se lever tôt. Enfin voilà, des choses qu'on va faire qui font du bien. Et puis il y en a des mauvaises qui, en effet, sont ces idées reçues derrière, qui sont des fausses idées en fait. J'ai envie quand même de transmettre un message en écoutant Sarah. Ça m'évoque le fait les entourages qui essaient de faire la chasse aux mauvaises habitudes. Mon mari boit trop, j'en ai marre, et qui
ou toute personne proche de son entourage. Je crois que c'est important d'interroger d'abord à quoi ça lui sert, c'est-à-dire avant de savoir le mal que ça lui fait. Comme le disait Sarah, avant de faire du mal, ça fait du bien. Et donc, à quoi ça te sert est une bien meilleure question que t'as mal fait ou tu consommes trop. Interroger la personne sur à quoi ça lui sert va être beaucoup plus aidant. Oui, il faut peut-être dans une démarche un peu positive au départ, pour pas trop le culpabilité, pour éviter la culpabilité, c'est ça en fait. Ah, ça de toute façon, c'est un très on mauvais. On n'a pas envie d'y aller, sinon. On n'a pas envie d'y aller, et je pense que Ariane pourra sans doute nous répondre là-dessus, comme patiente experte qui accompagne d'autres patients, et c'est aussi une grosse part de son travail d'accompagner des patients. Si on commence par tout ce que ça fait comme mal, ça ne sert à rien. On va d'abord chercher en quoi c'est dans la vie de la personne une solution avant d'être un problème. Ouais. Ça me permet d'être moins timide, ça me permet, si j'ai eu des traumas, ça me permet d'avoir des relations sexuelles, si j'ai, etc. Donc c'est toujours et chercher d'abord, et ça c'est important comme message pour les entourages, ne faites pas la chasse et demandez plutôt à votre proche à quoi ça lui sert. D'abord, ça va l'interroger, ça va l'obliger à se poser des questions. Ouais, et vous êtes d'accord, Ariane, j'imagine, avec cela. C'est ce qui vous a vous-même, je pense, j'imagine, un peu sauvé. Au départ, en tout cas, ça vous a... la démarche un peu comme ça, positive. Avoir été comprise. Oui, comprise. Mais oui, avoir été comprise, ça a été tellement libérateur, puisque jusqu'ici, je pensais que c'était uniquement un manque de volonté. J'ai tout mis ça sur un manque de volonté. Et on en revient aux idées reçues qu'évoquait Sarah. C'est ceux qui boivent... Il y a ceux qui boivent bien, ceux qui boivent mal, et ceux qui boivent mal, ils n'ont pas de volonté. Et donc, en fait, moi, je voudrais revenir aussi sur les idées reçues. Oui. Et parmi les idées reçues et que je retrouve systématiquement en entreprise, et là, je fais mouche à tous les coups, c'est quand j'explique ce qu'est la perte de contrôle. Et que les gens me disent, oui, mais t'inquiète, je gère, puisque je m'arrête quand je veux. Et ça, c'est un critère, je parlais tout à l'heure du critère de la tolérance. Ça, je m'arrête quand je veux. Exactement, vous avez beaucoup de gens qui vont faire une pause. Et le dry January est très intéressant, on voit dans les fils de discussion, c'est qu'il y a des gens qui vont arrêter et puis qui après vont récupérer tout ce qu'ils n'ont pas consommé et vont consommer beaucoup. Ça, c'est une catégorie de la population. Mais les gens pensent que parce qu'ils font une pause, ils se rassurent et ils se disent qu'ils n'ont pas de problème. Mais en fait, la question à poser à ces personnes qui font une pause, c'est plus quel est votre comportement, quel est votre rapport à l'alcool après une période d'arrêt ? Est-ce qu'après une période d'arrêt, vous allez à nouveau perdre le contrôle ou est-ce qu'après une période d'arrêt, vous allez consommer ce que vous avez décidé de consommer ? Et ça, cette idée de... C'est en 2 temps le dry January, en fait. On devrait le faire en 2 temps. C'est-à-dire, on test and learn, quoi. C'est-à-dire, on pratique. Qu'est-ce que ça a donné ? Qu'est-ce que ça a donné ? Où j'en suis, en fait. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il y a plein de dispositifs qui sont à la disposition de tous les Français qui nous écoutent. Sur l'application Try Dry, il y a aussi des sites qui sont remarquables. Il y a le forum des patients experts sur le site Addicted, où des gens vont pouvoir à un moment donné poser la question en disant « Ah, mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ce que je pensais ». Et donc, il y a d'autres patients experts qui connaissent forcément très bien le sujet et qui vont permettre à la personne de se poser des questions et déjà d'avoir une discussion hors médicale, parce que ça fait peur d'aller voir un médecin, et les patients experts vont pouvoir orienter vers Sarah, vers Micheline, si jamais il y a besoin. Mais s'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Mais voilà, c'est un point sur lequel je voudrais revenir, c'était ça. C'était la perte de contrôle est une notion qu'il faut expliquer. Et les unes les autres, vous nous proposez finalement une sorte de... J'invite les auditeurs à réécouter l'émission en entier, parce que c'est un petit peu, vous savez, 52 minutes, et que parfois, il faut un peu farfouiller, c'est un peu de la brocante, parfois des bonnes idées. Non, j'exagère, mais bon. Le supermarché, est-ce que vous voulez ? En tout cas, c'est vrai que c'est une sorte de checklist, un petit peu comme un pilote qui se prépare à décoller. Il faut faire une espèce de checking list de tous les critères, en fait, ce qu'a dit Micheline tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce que ça soigne, qu'est-ce que ça vient soigner. Je trouve ça assez intéressant de se repérer par rapport à ça pour les auditeurs qui s'interrogent, qui se demandent où j'en suis, je ne sais pas trop. Moi, c'est vrai que mon petit verre le soir, c'est important, etc. Ou pas. Enfin, moi, il me faut 4 verres, il me faut la bouteille. Enfin, voilà. Et en fait, pourquoi, quand je m'en passe, qu'est-ce qui me manque ? Qu'est-ce que j'ai envie de
de retrouver en pensant à ce petit verre que je ne peux pas prendre parce que nous sommes dans le Dry January. Mais c'est intéressant peut-être de faire une espèce... C'est ça en fait, c'est un sorte de Et puis checklist. ce qui est important aussi, c'est qu'on peut être malade de l'alcool sans avoir le nez rouge, un gros ventre, une cirrhose et être le caricature de l'alcoolique. On peut avoir un problème d'alcool sans que ça se voit. Donc ayant le cerveau qui tourne bien, la concentration qui va bien, etc. En étant très bien inséré, en ayant un beau sac, en ayant... Voilà. Parce qu'en fait, c'est pas... La maladie, comme je vous disais, c'est pas forcément visible, en fait, la maladie addictive. C'est-à-dire qu'elle n'est pas... on n'a pas besoin, comme on disait, c'est pas une question de quantité aussi. On peut... Ce verre d'alcool peut du coup créer des problèmes, alors que c'est quelques verres, et pour d'autres, quelques verres, c'est rien du tout. On peut rappeler du coup les critères, donc c'est si ça commence, les auditeurs doivent s'inquiéter à partir du moment où ça nous prive de relations humaines, ça j'ai retenu chez Micheline. Il y a quoi d'autre déjà, mesdames? Des relations, des conséquences au travail, des conséquences sur la santé, des conséquences psychiques. Surtout l'élément important, du mal à se réveiller le matin. L'élément important, c'est qu'on fait pas ce qui est prévu. C'est-à-dire que je bois un verre et puis finalement je bois une bouteille. Donc on boit plus que prévu. On passe beaucoup de temps. On passe beaucoup de temps, c'est-à-dire que ça occupe beaucoup de temps à en consommer, s'en procurer et s'en remettre. Et puis finalement, la journée est passée. Tout ça, c'est pas que le temps de la conso, c'est je m'en procure, je consomme et je m'en remets de cette consommation. Mais tous les dommages que cela implique. Après, il y a les envies d'alcool, le fait qu'il y ait des envies irrésistibles de consommer qui nous mettent dans des situations pas possibles. Là, il faut s'interroger quand même. Voilà, là, il faut commencer à s'interroger, bien sûr. Et puis, les signes de manque quand on n'en consomme pas, les signes de sevrage, ça, c'est aussi un critère important. Mais c'est pas tout le monde, ça. C'est pas tout le monde. Et j'ajouterais peut-être aussi, justement, parce que moi, je suis pas médecin et sur les idées reçues, on imagine qu'on a des problèmes quand on a des problèmes dans le corps. Or, ce qu'on appelle le trouble de l'usage de l'alcool, qui peut être évalué sur Addicted. Moi, j'invite tous les auditeurs à évaluer leurs différentes addictions sur le site d'Addicted. On voit bien que la gravité du trouble n'a rien à voir avec les complications médicales. Donc, on peut avoir un bilan biologique parfait impeccable et avoir un trouble de l'usage de l'alcool grave. Voilà, et c'est important de l'évaluer parce que, comme le dit Sarah, c'est les conséquences sur la vie qui font la gravité du trouble. Et notamment, donc, par exemple, chez les femmes, il y a des voilà. femmes qui disent « mais moi, je ne bois pas tous les jours ». Mais par contre, quand je bois le week-end, souvent, il y a toujours un problème. C'est-à-dire, je me suis disputée, je me réveille avec des bleus, je ne sais pas d'où ils viennent, je me retrouve au commissariat, j'ai perdu mes clés. Voilà, à chaque fois que je bois, il y a un problème. Ce qu'on appelle un peu, nous, les ivresses pathologiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de boire tous les jours, mais quand on boit, il y a un problème. Et donc, ou alors on est dans l'excès tout de suite. Dès on est le week-end, on se jette sur le Il y a des patients qui nous disent « je ne sais pas boire ». C'est-à-dire quand je bois, on en connaît tous. On en connaît toutes. Moi j'ai des copines comme ça. D'ailleurs, je leur adresse aussi l'émission humblement, parce je pense qu'il faut tous s'interroger. Voilà la première. Donc voilà. Bref, merci mesdames. C'est sympa d'être venues. Voilà, nous en parler. Et ça, j'essaierai d'être un peu plus en forme pour les émissions en quête de sens. Je plaisante. Micheline Clodon, merci beaucoup. Votre livre, toujours au défi des addictions, comment réagir chez Salvatore avec Laurent Lemoine. Merci, psychologue clinicienne, addictologue en cabinet que vous êtes. Ariane Pommery, merci beaucoup également. Merci Ariane, vous qui êtes toujours patiente experte en addictologie. Sarah Koskas, psychiatre addictologue à l'hôpital Paul Brousse à Villejuive. Merci énormément, merci beaucoup du fond du cœur, mesdames. Et bonne année à tous nos auditeurs, évidemment, qui nous suivent des quatre coins de la France et même d'ailleurs, RCF et Radio Notre-Dame. Nous vous souhaitons une très très belle année avec un Dry January si vous le pouvez, évidemment, et si vous le voulez. Merci mesdames. Merci Marie-Ange. Au revoir.